revue avec David Reinhardt. David, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, vous souhaitez nous parler du numéro 690 du printemps de 2023 de la revue Le Droit de Vivre. Pourquoi ? Écoutez, c'est un numéro, hélas, d'actualité dont le dossier principal s'intitule « Crimes contre l'humanité, lutter contre l'impunité », car nous rappelle l'historien Emmanuel de Bonneau, qui est rédacteur en chef de la revue de cette revue. La LICRA, puisque c'est la revue de la LICRA, fut créée par des personnalités qui entendaient s'opposer dans une action concertée à la persistance des pogroms qui, je cite, déshonorent l'humanité. Et cette formulation était présente dans les premiers statuts de l'association, qui faisait écho à la prise de conscience à la fin du 19e siècle de la nature spécifique de ces crimes. Et Emmanuel de Bonneau dit dans son texte que la révolte ne suffit pas, comme ne suffisent pas les mesures pénales engagées contre les criminels, mais elles sont fondamentales et porteuses d'espoir. Alors comment la notion de crime contre l'humanité a-t-elle été forgée, David ? C'est justement l'objet d'un article de Bernard Brunto, professeur émérite de sciences politiques à l'université de Rennes. On pourrait dater des années 1870, qui voit se produire de grands massacres dans l'Empire ottoman, la première conscience occidentale de crimes affectant l'humanité et nécessitant pour ce faire une justice internationale. Alors c'est au sein d'un réseau de juristes engagés dans la définition d'un droit international pénal que vont s'affirmer deux juristes. Oui, c'est un texte qui raconte ça de deux concepteurs, Lauterpacht et Lemkin, ont voulu traduire juridiquement leur expérience de vie, marquée par leurs origines juives. L'un raisonnait en termes de droits de l'homme, et son crime contre l'humanité liste tous les actes inhumains commis contre les individus au sein des populations civiles, et l'autre se veut l'héritier, si vous voulez, fidèle de l'esprit des traités de protection des minorités de 1919, et son crime de génocide liste les actes inhumains commis contre des groupes nationaux, raciaux, ethniques, religieux. Le crime de génocide pose néanmoins quelques problèmes, et la question se pose de savoir si le crime contre l'humanité, qui ne veut voir que des individus persécutés, ne serait pas plus opérationnel. Alors quel bilan aujourd'hui peut-on faire de ces institutions créées pour poursuivre les auteurs de crimes de masse ? La justice pénale internationale est un écosystème récent et fragile, nous dit Julien Fernandez, professeur de droit à l'Université Paris Panthéon-Assas, dans la revue Le Droit de Vivre de Emmanuel de Bonneau. Le bilan des verdicts définitifs reste très insatisfaisant, même s'il est des fois où les vents sont favorables. Le poids des crimes commis par exemple en Ukraine et la volonté de disqualifier l'offensive russe se sont par exemple conjugués pour offrir un soutien sans précédent à la justice pénale internationale. Un mandat d'arrêt d'ailleurs a été délivré contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Et un entretien rondement mené par Emmanuel de Bonneau avec Bruno Cotte, magistrat à La Haye de 2007 à 2014, nous explique ce qu'est la Cour pénale internationale et quels obstacles peuvent encore empêcher son travail de justice. Alors vous-même, vous avez déposé une plainte pour crime contre l'humanité visant les personnes morales Hamas et Brigade Izaldi Al-Qassam. Pourquoi est-ce selon vous si essentiel ? Oui, merci de rappeler ça, Lise. Oui, avec Sarah Feinberg, experte en défense sécurité et directrice de recherche et chercheuse à l'université de Tel Aviv, et maître Nathanaël Meister, nous avons porté plainte pour crime contre l'humanité. Alors vous avez porté plainte en France, c'est important de le rappeler. Auprès du parquet antiterroriste. D'accord. Le 7 octobre, le Hamas a donc exécuté hommes, femmes et enfants parce que né juif. Il a orchestré un pogrom méthodique et glacial en employant des tactiques qui rappellent celles des Einsatzgruppen, des terroristes du Bataclan et des militaires russes à Boutcha. À l'image des Einsatzgruppen, les combattants pour la libération de la Palestine, entre guillemets, se sont mus en escadron mobile d'extermination. Des massacres de bébés et d'enfants sont attestés. Les scènes de crimes des actes perpétrés par le Hamas à l'encontre des civils israéliens sont effroyables, bien sûr. C'est une tuerie de nature génocidaire. Nous avons beaucoup pleuré, mais de notre chagrin, il ne fallait pas ne retenir que les larmes. Et si les mots manquent pour désigner l'horreur qui s'est abattue sur des milliers de civils, nous avons pensé avec Sarah Feinberg et Maître Meister que nous disposons aussi d'outils juridiques pour qualifier ces actes. Et pour lutter également. Alors, dans le prolongement de votre action
en justice et d'une tribune parue dans Le Monde pour annoncer votre dépôt de plainte, vous avez lancé aussi une pétition qui a été, je crois, soutenue par le directeur du droit de vivre. Quel en est l'objectif ? Oui, à vérifier. Je pensais, d'accord. Dans la tribune qu'on a signée dans Le Monde, oui. Il y avait Mario Stasi, le président de la LICRA. D'accord, important. D'accord, voilà. Pas du droit de vivre, mais Mario Stasi, c'est important de le dire. Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Et beaucoup d'autres. Voilà. Nous, dans cette pétition qu'on peut retrouver, je pense en tapant sur Google, pétition, crime contre l'humanité, Hamas. Oui. Nous affirmons que l'élimination volontaire et systématique de civils juifs israéliens, conjuguée à de nombreux actes de barbarie avérés et revendiqués, en exécution d'un plan concerté et prémédité de longue date, et constitue un crime contre l'humanité. Nous exhortons le gouvernement français, qui jusqu'à présent a réagi avec lucidité et fermeté face à ces événements, à ne pas percevoir ces actes comme un énième acte terroriste, mais comme un massacre d'une ampleur inédite, qualifiable de crime contre l'humanité. Sarah Feinberg a dit qu'après le temps de la sidération et de la compassion, et elle a raison, doit advenir le temps du jugement et de la justice. Alors comment expliquez-vous qu'une partie de la gauche et l'extrême gauche n'a plus les concepts pour voir cela, pour comprendre ce qui s'est passé? C'est ce que nous disons dans la tribune. La matrice d'analyse progressiste est aveugle à la violence du faible, quelle que soit son indisciplinéité envers des plus faibles. Cette gauche-là n'a tout simplement plus les concepts pour réfléchir et voir, au point de couvrir d'opprobre une communauté et au risque assumé d'inciter à pratique du pogrom en France. Le 7 octobre, dans la logique implacable d'une tuerie génocidaire, le Hamas a exécuté des hommes, des femmes, des enfants parce que nés juifs. Et israéliens aussi. Et israéliens, mais aussi parce que nés juifs. Ils ont été plus attaqués en tant que juifs qu'en tant qu'israéliens. Le 9 octobre, le compagnon de route des Insoumis, Gérard Miller, accuse à la télévision certains députés et ministres israéliens de parler des Arabes comme les nazis parlaient des Juifs. Donc, si vous voulez, les petits-enfants des grands-parents qui furent éparpillés en cendres dans le vent polonais valent désormais les nazis qui les ont gazés. Et ce renversement... C'est ce que dit Miller, voilà. Donc... Non, ça c'est moi qui dis ça. Ça c'est vous qui le dites, d'accord. mais ce renversement du dispositif victimaire est criminel. Oui. Alors, le droit de vivre nous rappelle aussi que l'extrême droite n'en a pas fini avec l'antisémitisme. Oui, ne soyons pas dupes quand même. La contestation du génocide des Juifs a longtemps été une composante assumée de l'idéologie du Front National. Il n'y a pas que Gérard Miller pour comparer des Israéliens aux nazis. L'amalgame rhétorique du sionisme au nazisme a parachevé au FN l'édifice négationniste. À partir des années 2000, Marine Le Pen a tenté de dédiaboliser le Front National et d'inverser le rapport entre le parti d'extrême droite et l'antisémitisme. Louis Alliot, vice-président du Front National, avait insisté sur le fait que l'antisémitisme était le dernier verrou idéologique à faire sauter. Rappelons ici, c'est important, qu'à l'occasion de sa campagne électorale en 2007, Marine Le Pen s'est appuyée sur Alain Soral et Dieudonné, et que le président du Front National d'alors n'a pas hésité à s'afficher au spectacle de fin décembre 2008, à l'occasion duquel de Dieudonné, à l'occasion duquel le pseudo-humoriste a remis au négationniste Robert Forisson le prix de l'infréquentabilité. Et c'est un texte qui nous rappelle ça dans la revue Le Droit de Vivre. Bien sûr. Alors, pour se procurer ce numéro 690, en sachant que le numéro 691 vient de sortir, on va sur www.licra.org/le DDV, www.licra.org/le DDV. Et tout de suite, nous sommes en ligne, David Reinhardt, avec Maître Nathanaël Meister. Maître Meister, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous. On voulait faire un point avec vous justement sur la plainte déposée pour crime contre l'humanité. Où en est-on ce matin ? Écoutez, aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'un certain nombre de plaintes qui ont été déposées par moi-même, mais aussi par d'autres confrères qui font un travail excellent, je pense à Patrick Klugman, autant qu'à Muriel Melki, par exemple, ont été donc déposées. La qualification de crime contre l'humanité, pour le moment, n'a pas été retenue par le parquet de Paris. C'est le PNAT, le parquet national antiterroriste, qui gère ces procédures
et qui abrite en son sein une cellule de lutte contre les crimes contre l'humanité. Mais cette qualification n'a pas été retenue, le parquet préférant s'orienter vers une qualification terroriste. Nous en avons pris acte, sachant que les faits dont on parle, les faits du 7 octobre, correspondent en tout point à une qualification de crime contre l'humanité. Alors pourquoi justement ? Je pense que comme d'habitude, dans ces questions de justice internationale, on est au confluent de questions juridiques, mais également diplomatiques et de défense. Et que je crois qu'à chaque fois, ce sont les mêmes questions. L'action de la justice va-t-elle gêner l'action diplomatique ? L'action de la justice va-t-elle convenir à la partie qui est en face, voire aux parties qui sont en face? Quels sont les troubles éventuels qui peuvent naître de cette reconnaissance de qualification? Donc je crois qu'il y a un tas de questions qui sont extrajudiciaires en réalité et qui à chaque fois, dès qu'on parle de justice internationale, viennent tamponner la nécessité des qualifications. Alors maintenant, où est-ce que... Parce que il nous reste très peu de temps. Donc, oui. Écoutez... les plaintes ont été reçues, elles font l'objet d'un examen, je dois dire, extrêmement sérieux de la part de la justice française. Nous avons eu des magistrats extrêmement concernés, extrêmement impliqués dans l'examen de chaque situation individuelle et les instruments de coopération internationale, le rapprochement entre la France et Israël sur le plan judiciaire est en train de s'opérer. Donc du point de vue opérationnel, nous regrettons la question de la qualification, mais nous avancerons sur ce terrain, nous allons pousser sur ce terrain, bien entendu, mais sur le plan opérationnel, pour l'instant, je dois dire que nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Et nous avons pu constater le très grand sérieux avec lequel le PNAT prenait en compte ces situations individuelles. Chaque situation individuelle. Oui, c'est important de le préciser, bien entendu. Merci, maître Nathanaël Meister, et on vous retrouve très vite sur Radio J et on continue, bien sûr. Merci. On ne lâche rien, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci à David Reinhardt également, et merci. On se retrouve très vite pour une revue des revues. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+,